Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle masterclass Up Together. J'espère que vous nous entendez tous bien et que vous nous voyez tous bien. Je suis très heureux d'accueillir toute la communauté Up Together et toutes les personnes aussi qui nous découvrent, parce que vous êtes nombreux ce matin à venir découvrir Up Together et nos masterclass. Et je suis ravi d'être aujourd'hui avec Adrien Chignard pour cette masterclass sur la gestion des conflits. Salut Adrien. Salut tout le monde, salut Greg. Alors pour ceux qui nous découvrent, juste en 2 mots, puisque l'objet c'est vraiment cette masterclass, donc nous Up Together, on a cette mission qui nous fait nous lever tous les matins, qui est comment est-ce qu'on peut améliorer la collaboration dans les organisations avec une vision et une croyance qui est assez claire, c'est que les collectifs qui pourront relever tous les défis qui nous attendent sont ceux où il y aura une qualité relationnelle de très, très haut niveau, où il y aura un très fort capital humain. Et c'est pour ça qu'on a développé une nouvelle expérience collaborative qui s'appelle du coaching collectif, où on réunit vos collaborateurs pour que tous les mois, autour d'un de nos coachs et en visio, ils se coachent les uns les autres sur leurs problématiques pour développer cette compétence clé qui est celle de la qualité relationnelle dans vos organisations. Et par ailleurs, ce qu'on fait, c'est que tous les mois, on invite notre communauté et les gens qui souhaitent nous découvrir à des masterclass autour de la qualité relationnelle pour porter nos sujets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, le sujet de cette masterclass, c'est comment prévenir et gérer sereinement les conflits en équipe. Et on est donc très heureux de le faire autour d'Adrien Chignard. Alors Adrien, je vais me permettre de te présenter vraiment en 2 mots avant de te passer la parole. Adrien, il est psychologue du travail et spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux, les fameux RPS, et la promotion de la qualité de vie au travail, la QVT. Après, j'arrête les acronymes. Surtout en situation de changement, ça tombe bien, on l'est tous en ce moment. Et c'est avec cette expertise qu'il accompagne justement toutes les organisations et qui cherche à concilier sens et cohérence dans leurs projets. Alors pourquoi Adrien Chignard, me direz-vous? D'abord parce que c'est un des meilleurs experts au niveau national sur ces sujets. Donc encore merci d'être là parce qu'on sait que ton temps est précieux et que tu es extrêmement demandé. Et surtout, j'ai envie de dire, c'est aussi un homme de conviction, comme vous allez le voir, et il intègre à la fois des champs pratiques et théoriques pour accompagner et sensibiliser sur tous ces sujets. Et c'est ça ce qu'on a adoré avec Adrien. Et il le fait dans des masterclass ou des webinars et aussi dans des ouvrages ou par voie de presse. Je vous recommande son dernier bouquin, Bien dans votre job, les 25 astuces du psy pour éviter d'aller le voir, qui est à la fois très facile à lire et qui vous donne vraiment plein de conseils pour mieux vivre au travail. Adrien, je te propose de te présenter en 2 mots. Eh ben écoute, je sais pas si j'ai encore envie de me présenter après ce que tu as dit. Je pense que je vais te prendre pour faire ma pub. C'était génial. Merci. J'ai presque envie de raccrocher maintenant. Restez avec ça les uns les autres. C'est la meilleure version de moi-même qui vous a été présentée. Eh ben écoutez, je crois que tout a été dit. 39 ans, 2 enfants. Hein, vous le voyez, à chaque fois, la photo que mes copains d'Up Together mettent est toujours une photo hyper élogieuse. Hein, on ne voit pas les cernes et les cheveux blancs. Bah si, effectivement, vous me voyez pour celles et ceux qui me sont fidèles et qui nous suivent avec Up Together depuis longtemps, vieillir année après année sans effort, malgré tout. Donc psychologue du travail, moi j'interviens avec j'ai 16 psy chez Sens et Cohérence, du plus simple stress au pire braquage, suicide, viol, harcèlement, prise d'otage, enfin tout ce que le monde du travail peut faire de pire. Je préfère prévenir que guérir, et la qualité relationnelle de mes amis d'Up Together est quelque chose qui me semble effectivement absolument essentiel, parce qu'il ne s'agit pas d'être performant, il s'agit d'être performant dans la durée, et dans la durée on est beaucoup plus en capacité à le faire si on est ensemble. Première masterclass que j'avais donnée avec vous, j'avais mis en lumière un déterminant de la santé mentale au travail, Greg, qui était cette question du soutien social, du soutien des pairs. Et c'est la raison pour laquelle je ne fais des masterclass qu'avec vous, par conviction commune et parce que je pense qu'on porte des messages qui nous sont similaires. Moi, j'écris des bouquins. Alors, merci d'avoir parlé du dernier. C'est le seul qui est sympa. Les autres sont vraiment hyper casse-pieds à lire. Ne les lisez pas, sauf si vous avez des problèmes d'endormissement ou si vous avez besoin de frapper quelqu'un avec un dictionnaire. Et puis, j'enseigne dans 4 universités sur les liens entre santé, changement et organisation du travail. Peut-être Adrien, pour lancer ta masterclass, je vais pousser les quelques slides que tu as présentés et j'invite tout le Vas-y. monde. Je vous ai mis un petit sondage qui est une question qu'on souhaitait vous poser avec Adrien. C'est est-ce que vous êtes à l'aise avec les conflits? Puisque ça va être notre sujet du jour. Donc, je vous invite à aller dans l'onglet sondage et d'y répondre, ce qui va permettre un peu de prendre la température des personnes qui sont dans la salle. Il y a quand même quelques personnes qui sont à l'aise, 7%. Parce qu'il On y a des arrive gens à, qui aiment le. on arrive à 14%, mais on voit qu'effectivement, en tout cas, on a une tendance manifeste. C'est la raison pour laquelle moi, je suis quand même particulièrement content d'être avec vous ce matin, pour 2 raisons.
Alors ce matin, ce midi. Première raison, parce que ça va me permettre de partager ma passion. Vous allez vite voir que les sujets dont je parle sont des sujets qui m'animent considérablement et pour lesquels je prends beaucoup de plaisir à être là. Et puis parce que je suis aussi certain que certains ou certaines d'entre vous partagent avec moi, on va dire, quelques caractéristiques. J'imagine que parmi vous, il y a des personnes qui sont très sensibles à l'injustice. D'autres qui ont une relation extrêmement particulière et spécifique, notamment à leur maman. Enfin, parfois, vous avez besoin d'être entouré pour passer des bons moments, mais pour certaines et certains, vous avez aussi besoin de moments de concentration et de solitude. Et puis, pour la majorité d'entre vous, j'imagine que vous êtes aussi assez mal à l'aise avec le conflit. Tiens, c'est d'ailleurs ce que nous dit le sondage, hein, 79% des personnes nous disent qu'elles sont mal à l'aise avec les conflits. En fait, ce que je vous ai dit là, ça s'appelle un bon gros effet Barnum en psychologie. L'effet Barnum, c'est le même mode de fonctionnement que l'astrologie ou que l'horoscope. Désolé s'il y a des croyants parmi nous, c'est une croyance qui s'ignore parfois. En fait, on est à peu près tous pareils. Ce que je vous ai dit, ça définit à peu près toute la population et tout le monde peut se retrouver dedans peu ou prou. En fait, on est tous assez mal à l'aise avec les conflits, 80% des votants ici. C'est la raison pour laquelle il va s'agir aujourd'hui d'apprendre à mieux les gérer pour les vivre un peu plus sereinement. Et puis parce que pour faire citer, pour vivre ensemble comme des citoyens, il nous faut apprendre à apaiser nos modes de rapport sociaux. Alors, pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai des enfants, j'aime bien raconter des histoires, et je vais vous raconter l'histoire de Caroline. C'est quoi l'histoire de Caroline? C'est l'histoire d'une personne qui doit aller se rendre au travail dans un magasin. C'est une histoire qui est relativement vraie, c'est-à-dire qu'elle est inspirée d'une conférence que j'ai faite chez un grand vendeur de cosmétiques. Et Caroline, elle est exceptionnellement en retard ce matin pour arriver au boulot. Alors, ça n'arrive jamais. Et en fait, son store manager, son chef, son patron, qu'est-ce qu'il lui dit? Quand il la voit arriver en retard dans le magasin qui est déjà ouvert et les clientes qui sont déjà là, il lui dit: «Écoute Caro, quand tu es en retard comme ce matin, en fait, ça perturbe toute l'organisation du magasin, ça perturbe l'organisation de ce service. S'il te plaît, sois vigilante, OK?» Alors Caroline, elle est de bonne foi. Elle sait qu'elle est en retard, elle a vu l'heure, elle voit que le magasin est déjà ouvert. Elle lui dit: «Bah, écoute, franchement, je te demande pardon, j'ai pas fait gaffe, j'ai eu un souci, je m'excuse et je ferai attention, j'y serai vigilant». Qu'est-ce que c'est que ce conflit-là? Qu'est-ce que c'est cette problématique-là qui naît entre les 2? C'est ce qu'on va appeler un conflit centré sur un conflit de type 1, centré sur un comportement très contextualisé. Quand tu es en retard, comme ce matin, ça perturbe le service. Caroline est de bonne foi, elle reconnaît son retard. De toute façon, c'est facile, hein, le store est déjà ouvert, le magasin est déjà là, les clientes sont déjà là. Bah, elle formule des excuses. Hein, c'est ça qu'on fait quand on est adulte et responsable et qu'on sait qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et en fait, après, on passe à autre chose. C'est-à-dire, oui, je reconnais avec lucidité et responsabilité que je me suis trompé, que j'ai fait une erreur, je ne le referai plus, je te demande pardon. Bon, bah ok, maintenant, hop, va mettre ton uniforme, va bosser et on passe à autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle un conflit de type 1. Le problème de notre amie Caroline, je pense que vous allez vite le comprendre, c'est que le lendemain, eh ben, elle arrive encore en retard. Elle arrive en retard et quand elle arrive le matin et que son chef la voit arriver alors que le store est déjà levé, que les clientes sont déjà là, qu'est-ce qui se passe? Bah, son chef, là, pour le coup, est passablement agacé parce que ça fait quand même 2 jours de suite qu'elle est en retard et qu'elle met le service et les collègues dans une situation qui est délicate. Et son chef, il a commencé à monter en pression, à monter un peu en tension. Et qu'est-ce qu'il lui dit quand elle arrive? Il lui dit: «Mais en fait, tu te moques de moi, là. Enfin, tu es juste une égoïste, c'est irresponsable comme comportement. Tu es encore en retard ce matin». Alors là, on voit que le ton n'est plus le même, mais au-delà du ton, le contenu argumentaire n'est plus le même. C'est ce qu'on appelle un conflit de type 2, un conflit centré sur la personnification ou en gros sur les qualités intrinsèques de la personne. C'est pas un comportement quand tu es en retard comme ce matin. On n'est pas sur une attitude ou un comportement contextualisé. On est sur des qualités intrinsèques de la personne. Tu es une égoïste, tu es une irresponsable, tu te moques de moi. Donc cette personnification, qu'est-ce qu'elle crée? Bah, elle crée la nécessité, toujours chez notre amie Caroline, de dire pardon, de s'excuser, parce qu'effectivement, elle avait dit qu'elle serait vigilante et elle a failli à l'engagement qu'elle a pris lorsqu'elle a formulé des excuses la veille. Donc elle va encore formuler des excuses, elle est bien obligée. Elle va dire: «Ah pardon, pardon, excuse, 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 ouais, ouais, j'étais encore en retard, pardon». OK, d'accord. Sauf que qu'est-ce qui se passe à la fin de ça? Bah, son chef est irrité parce qu'il a l'impression qu'on l'a un peu pris pour un imbécile. En tout cas, on a fait une promesse qu'on n'a pas été en capacité à tenir. Donc son chef est irrité, mais dans la relation, Caroline aussi, elle ressort avec autre chose. Elle ressort avec quoi, notre amie Caroline? Elle ressort, elle aussi, avec de l'amertume et de la frustration, parce qu'elle a l'impression qu'on lui a attribué des qualités personnelles qui sont désagréables. Elle s'est sentie un petit peu
soit insultée, soit qu'on lui a manqué de respect dans le sujet, elle passe à autre chose parce que c'est elle la fautive, c'est elle la responsable et elle est bien obligée d'avancer et d'aller faire sa journée. Mais pour autant, on sent que la relation commence à se déliter. Troisième type de conflit, et vous l'avez compris, c'est que notre amie Caroline est absolument irrécupérable là depuis 3 jours sur la question des retards. Elle arrive encore en retard. Et là, à peine s'approche-t-elle à quelques mètres du magasin qui est déjà ouvert et des clientes qui sont là, qu'elle voit son manager bouillir, vous savez, un petit peu comme dans les dessins animés qu'on regardait quand on était gamin, là, avec la vapeur d'eau qui sort des oreilles, en tout cas qui est tout rouge. Et son manager, littéralement, il pète un câble, il pète un plomb. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, mais c'est impossible de travailler avec quelqu'un comme toi, en fait, tu te fous de moi, tu n'as plus rien à faire dans cette équipe. Et là, vous comprenez bien qu'on est en train d'escalader la dimension conflictuelle. On est passé d'un comportement spécifique dans un contexte donné à des qualités intrinsèques, tu es une irresponsable, tu es une égoïste, à un conflit qu'on va appeler un conflit centré sur la relation. Nous n'avons plus rien à faire ensemble, je n'en peux plus de bosser avec toi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Chacun va en ressortir meurtri et en fait, la relation, elle n'est pas délitée comme dans le type 2. La relation est brisée. Si j'avais à filer la métaphore en parlant d'une situation perso, si vous rentrez ce soir chez vous et qu'au moment où vous passez la porte, votre mari ou votre femme lève les yeux au ciel, souffle un grand coup et dit: «Tiens, revoilà l'autre imbécile», ça sent un peu le sapin pour votre vie de couple. Et il s'agit parfois de séparer les parties en présence pour que chacun puisse retomber amoureux dans la vie perso. C'est exactement la même chose dans la vie pro. Quand on en arrive à un conflit de type 3, qu'on appelle un hyper-conflit, une des seules solutions viables durablement, c'est la séparation des parties en présence parce qu'on est déjà allé trop loin. C'est la raison pour laquelle on comprendra tout à l'heure la nécessité, Grégoire, de désescalader le conflit. Et oui, vous qui nous écoutez, l'idée, ça sera de le prendre le plus tôt possible pour éviter qu'il en arrive là. Ensuite, il y a une cerise, alors non pas sur le gâteau, je vais plagier un groupe de rap que j'écoutais quand j'étais enfant, mais une cerise sur le ghetto du conflit. C'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'hyper-conflit, on va dire collectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas soldé, l'employeur a l'obligation légale, hein, merci à ceux qui ont reconnu la cerise sur le ghetto. Je vous vois rire en smiley. L'idée, c'est de se dire que à partir du moment où on n'a pas soldé un conflit existant entre deux personnes, alors que c'est une obligation légale de l'employeur désormais, dès qu'il en a connaissance, qu'est-ce qui va se passer? On va assister à une polarisation des opinions et à un phénomène qui est un phénomène de clics. C'est quoi des clics en psychologie? Ce sont des sous-groupes hostiles les uns envers les autres. Pour parler français, on va avoir les pro-Caroline et les anti-Caroline. Et alors là, quand vous êtes manager d'équipe dans une situation comme ça, c'est sacrément coton. C'est plus 2 personnes qu'il va falloir remettre à bosser ensemble. C'est 2 groupes qui commencent à nourrir les uns envers les autres de l'hostilité ancrée sur une stéréotypie, c'est-à-dire des regards hyper, ouais, hyper stéréotypés, enfin hyper généralisants, qui finissent par stériliser la possibilité de travailler ensemble. Sauf que avec Up Together, on le sait bien et vous le savez bien, heu, travailler ensemble, c'est un des moyens de créer de la valeur et créer de la valeur, c'est l'unique vocation d'une entreprise. Donc un hyper conflit collectif qu'on ne solde pas, il détruit la raison d'être même d'une entreprise et ça, c'est toujours particulièrement périlleux. Alors, une fois qu'on a une équipe bien clivée, on se rend compte qu'il nous faut agir, il aurait même fallu agir bien avant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut éviter ça? Bah déjà, on va essayer d'identifier nos mauvais réflexes. On a tous des mauvais réflexes par rapport à la façon de fonctionner et je vais vous en présenter plusieurs. Premier mauvais réflexe, c'est le fameux calme-toi. Alors ça, on a tous connu ça. Vous avez quelqu'un qui arrive dans la salle, quelqu'un qui arrive et qui n'est pas content et qui est, on sent, hein, il arrive, il est véhément, il a ce qu'on appelle un comportement bruyant en psychologie. Il fait des grands gestes, des grands bruits, il souffle fort et autres. On voit qu'il est méga vénère et on commence par lui dire, wow, déjà, tu vas te détendre 2 minutes avant de me parler. Alors ça, laissez ça à des professionnels, hein, des grands feux. C'est vraiment quelque chose qu'il faut surtout pas faire. L'idée, c'est que quand quelqu'un est extrêmement effectivement énervé, en colère, vous sentez une émotion qui est puissante chez lui. Si vous lui dites: «Non, ton émotion, tu la prends, tu la ranges». Ça s'appelle de l'antipathie. C'est pire encore. L'antipathie, c'est
contrer l'émotion d'autrui. Et peut-être le savez-vous, on appelle ça l'illusion du contrôle émotionnel dans les thérapies cognitivo-comportementales de la troisième vague. C'est que si effectivement vous obligez quelqu'un à opérer un contrôle émotionnel, en gros, pour faire simple, c'est dire à quelqu'un qui est très triste, par exemple, vous prenez quelqu'un qui est en état dépressif majeur et vous lui dites: oh là là, souris un peu, oh, tu fais tout le temps la gueule. On n'a jamais connu quelqu'un qui est en état dépressif majeur depuis 2 ans se dire à ce moment-là: waouh, super bonne idée, j'avais jamais pensé à ça. C'était donc ça la solution? Ben non, bien sûr que non. Quelqu'un qui est très en colère ou qui est très triste, on lui dit pas: arrête, on l'accompagne. Mais le juger en lui demandant de contrôler ses émotions, c'est au mieux une hérésie, au pire une imbécilité ou une brutalité. Donc ça met toujours de l'huile sur le feu, ce calme-toi. Dans la vie perso, c'est pareil. Si votre mari ou votre femme est méga vénère, c'est pas la peine de lui dire commence par te calmer parce que je peux pas te parler quand tu es comme ça. Vous allez juste encore augmenter le niveau de température. Fausse bonne idée. Deuxième fausse bonne idée, c'est ce qu'on va appeler les généralisations abusives. Le côté oh là là, dis donc, ça va être sympa la vie avec toi si tu te mets comme ça en colère tout le temps. En fait, non, il y a un moment dans une situation précise où une personne est en colère. Et ça s'appelle un effet de halo en psychologie, c'est prendre une caractéristique à un moment donné pour inférer, c'est-à-dire imaginer d'autres caractéristiques de la personne. C'est extrêmement désagréable parce qu'en fait, ce sont des déductions qui sont particulièrement, en l'occurrence ici, humiliantes pour la personne. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez inférer des caractéristiques générales à partir d'un élément isolé. Et en fait, vous allez priver autrui du respect que vous lui devez. Bah oui, des généralisations humiliantes, personne n'a envie d'être humilié. Ça va générer une frustration. Et ça, c'est un point important à retenir aujourd'hui. C'est le modèle de Berkowitz en psychologie. C'est qu'à chaque fois que vous créez une frustration dans un environnement qui est déjà un peu hostile, vous allez augmenter l'agressivité. Agressivité envers autrui, on va s'engueuler. Agressivité envers soi-même, ah bah s'il pense ça de moi, c'est que je dois être quelqu'un de nul, de mauvais, de pas suffisamment bon. Agressivité envers les objets, je vais me défouler en me mettant un grand coup de pied dans la porte. Et puis, parce qu'on est ici au travail, agressivité envers l'activité. Grève du zèle, démotivation, baisse des débits, baisse des rendements. En tout cas, ce n'est pas du tout ce qu'on attend en situation de travail. Et puis là, je vais m'adresser plutôt à nos auditeurs masculins. Ce fameux côté, oh là là, c'est bon, ça va lui passer. Non, non, mais alors, souvent en plus avec ta petite touche de misogynie, oh, tu sais ce que c'est, hein, les nanas, parfois c'est compliqué. Le ça va lui penser, c'est de la pensée magique. C'est une stratégie assez masculine qui fait qu'on imagine qu'on peut ne rien faire et que les choses vont s'arranger toutes seules. Alors, ça ne marche jamais. Et surtout pas en santé mentale ou en situation interpersonnelle. Si vous avez quelqu'un qui va mal et que vous dites non, mais c'est bon, ça va le faire, on va le laisser. En fait, non, quelqu'un qui va mal, si on le laisse, il va aller très mal. Et donc, il faudra énormément d'énergie quand il ira méga mal pour essayer de le remettre bien. Énormément d'efforts pour un petit résultat. Alors que si vous le prenez tout de suite, vous allez faire Mmh. un petit effort et vous aurez un beaucoup plus grand résultat. En fait, cette stratégie du pourrissement, elle est vraiment extrêmement toxique pour les relations interpersonnelles. Donc, la pensée magique, on essaie de la substituer à de l'action tactique. Et au lieu de la pensée magique, on met systématiquement en place une somme d'actions tactiques qui vont nous permettre de comprendre l'escalade du pire pour essayer de l'enrayer. Bah, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire à partir de la slide suivante. Tiens, mon titre n'est pas bon, c'était pas ce que m'a dit récemment, c'est ce qu'on m'a dit récemment. Oui, je suis extrêmement sensible aux coquilles, pardon à toutes et tous. Essayons de comprendre cette escalade du pire. Alors ça, c'est vraiment une histoire vraie. J'accompagne une grande entreprise et j'accompagne 400 managers dans l'entreprise et quelqu'un m'a dit ça une fois, je suis hyper tolérante et patiente, j'ai attendu plusieurs erreurs pour reprendre Pascal sur les dossiers. Mais alors là, ça va plus du tout. Et je lui ai dit, franchement, il a intérêt à se bouger parce que je m'en foutisme là, j'en peux plus. Donc ça, c'est une histoire vraie, c'est un vrai verbatim que j'ai eu d'un manager que je coach et que j'accompagne et qui avait des difficultés dans son équipe. Qu'est-ce qui bug? Quelles sont les conséquences, à votre avis, de quelqu'un qui fonctionne comme ça et qui dit ça à son collaborateur Pascal? Essayons de remonter la chaîne causale parce que parfois, faire un peu d'histoire, ça nous permet de mieux comprendre le présent et puis d'orienter le futur un peu différemment. On va avoir ici une chaîne d'effets indésirables. Premièrement, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on a un problème de cohérence dans l'intensité. Bah oui, parce que du côté de Pascal, qui a fait une erreur sur un dossier à ce moment-là, s'entendre hurler dessus en disant ça n'a plus, il y en a marre, ton je m'en foutisme, j'en peux plus, tu as intérêt de changer, c'est humiliant, c'est menaçant, c'est agressif, c'est brutal pour une erreur. En tout cas, de la fenêtre de Pascal, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il a fait une erreur cette fois-ci. Bah oui, parce qu'on lui avait rien dit avant. Donc, ce problème de cohérence dans l'intensité, ça fait que sur Pascal, il est surpris par l'intensité de la colère de sa collègue. C'est comme si vous vouliez, entre guillemets, retirer une écharde avec une pince Monseigneur. C'est pratique, mais c'est démesuré. Il y a peut-être mieux à faire. Deuxièmement, qu'est-ce qui lui arrive à notre ami Pascal? Il se sent attaqué personnellement.
Il se sent insulté, il se sent privé de respect quand on lui parle comme ça. Et quand on se sent privé de respect, vous savez, le respect, c'est la composante de ce qu'on appelle la reconnaissance existentielle en psychologie. C'est ce que je vous dois en tant qu'être humain, quels que soient vos comportements. D'ailleurs, petite parenthèse, je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est ce qui différencie le respect de l'estime. Le respect, c'est, encore une fois, ce que je vous dois compte tenu de l'humanité qui est la vôtre, la politesse, la considération. L'estime, c'est un jugement de valeur que je vais apposer sur les comportements qui sont les vôtres. Je peux vous voir voler la sucette d'un enfant, je vais aller vous voir en vous disant que je trouve que votre comportement n'est pas le bon et que je vous demande, s'il vous plaît, de lui rendre. Mais je ne vais pas vous brutaliser ni vous insulter, sinon moi aussi, j'aurais un comportement qui serait irrespectueux envers vous. Je vais continuer de respecter la personne que vous êtes dans ma façon de m'approprier notre échange ou d'interagir avec vous, mais je ne vais pas mais je vais mésestimer le comportement en disant que ce que vous avez fait, c'est pas bien en tant que tel. Donc notre ami Pascal, il a été privé du respect élémentaire qui lui est dû en tant qu'être humain. Il va vivre ça comme une injustice. Et vous savez que l'injustice, peut-être d'ailleurs ne le savez-vous pas, elle engendre toujours deux choses. La première, c'est la colère. Oui, on dit souvent la colère, c'est une émotion négative. Non, c'est pas négatif, c'est pénible, oui, ça d'accord. Mais ça a une fonction, la colère. Ça génère en nous une tension forte qui nous donne un regain énergétique pour lutter contre l'injustice qui en est la source. Et donc, effectivement, quand on est très en colère, on se mobilise pour aller lutter contre l'injustice. Mais le problème, c'est que la colère, ça va permettre parfois d'envenimer le conflit. Oui, Pascal, on lui a dit ça, il va répondre en leur mettant une couche, et du coup, ça va encore escalader le conflit comme on l'a vu. Soit, j'espère que je ne vais pas prendre trop de temps parce que moi, je trouve ça passionnant, mais je vais l'expliquer un petit peu quand même. Vous savez, la colère est saine si elle génère un résultat. C'est-à-dire que si vous avez l'impression qu'effectivement, vous êtes embourbé en voiture, que vous poussez la voiture, vous accélérez, il y a de la boue, les roues ne tournent plus et autres, vous mettez des cailloux en dessous, vous poussez comme un fou. Si ça donne du résultat, cette espèce de colère contre cette situation désagréable où la voiture est coincée, elle vous redonne beaucoup plus de force, elle sort la voiture de l'ornière, vous êtes content, vous êtes fier de vous. Ouah, je suis un homme fort et costaud, super. Ça, c'est quand tout va bien. Mais le problème, c'est quand vous poussez la voiture comme un fou, vous mettez des cales, vous faites plein de trucs, puis la voiture, en fait, elle s'embourbe de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, vous asseyez sur le bord de la route, puis vous n'avez qu'une envie, c'est de pleurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'appelle de la résignation apprise ou de l'impuissance apprise. C'est-à-dire que si vous redoublez d'efforts grâce à la colère pour résorber une situation d'injustice, mais que ça ne produit aucun résultat, expérience de Martin Seligman, le pape de l'APA, American Psychology Association, si vous redoublez d'efforts par rapport à une situation d'injustice, parce que ça vous met en colère et que vous n'avez pas de résultat, c'est dépressogène. Ça vous laisse imaginer que vous n'avez plus de contrôle sur le monde dans lequel vous êtes, contre les actions que vous mettez en place et les résultats. C'est disjoint, il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus de courroie de transmission. Et je l'ai dit en entrée, si le premier rempart contre la détresse psychologique au travail, c'est le soutien des pairs, le deuxième, c'est le sentiment de contrôle. Et si vous perdez le sentiment de contrôle, qu'il n'y a plus de lien entre vos actions et vos résultats, vous avez l'impression que vous êtes inutile et c'est particulièrement dépressogène. Et là, on le voit que dans ce dont je vous parle, la manager qui m'a dit ça, elle a de la surprise, manque de congruence entre ce qui se passe et l'intensité, un sentiment d'être humilié, affecté, attaqué, de l'injustice, colère et tristesse. Je ne sais pas vous, mais ce n'est pas tout à fait des mots qui riment, en tout cas dans ma représentation mentale, avec de la performance, avec effectivement des relations interpersonnelles apaisées qui permettent à l'entreprise de faire ce pourquoi elle existe, c'est continuer à créer de la valeur. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas d'abord parce que la manager, elle s'est affirmée beaucoup trop tard. Elle le dit: «Je suis patiente, je suis sympa». Mais c'est une mauvaise lecture des choses. C'est-à-dire que quand quelque chose vous déplaît, laisser passer systématiquement et se faire soi-même monter comme une cocotte minute en pression, c'est pas être patient, c'est pas être sympa, c'est manquer d'affirmation de soi. Mais c'est pas de la sympathie. C'est ne pas être en capacité à savoir dire à un moment son mécontentement, son insatisfaction, c'est avoir du mal à formuler des feedbacks désagréables aux autres. On verra tout à l'heure qu'il y a des façons de le faire et il ne s'agit pas juste de vous mettre, pour tous les managers qui sont là aujourd'hui, dans une situation de jugement, mais plutôt de vous aider, de vous accompagner pour mieux vivre tout ça. Je vous donnerai des clés pour vous affirmer positivement à la fin de cette masterclass. Donc si on s'affirme trop tard, au bout d'un moment, la goutte d'eau finit par faire déborder le vase et la réponse est trop forte par rapport au stimulus, au déclencheur initial. Deuxièmement, on a enfermé notre ami Pascal dans un jugement de valeur qui est assez insultant. S'entendre dire qu'on a une forme de je m'en foutisme ou qu'on est je m'en foutiste,
Très sincèrement, il y a d'autres compliments qu'on peut me faire, en tout cas, qui seraient de nature à me faire davantage plaisir. Et on l'a vu dans la troisième étape du conflit. Là, on est dans un conflit dans le type 2 et qui commence à arriver dans le type 3. J'en peux plus de ton je m'en foutiste. Un jugement de valeur insultant, mais le je n'en peux plus laisse imaginer qu'effectivement, la relation est déjà presque tellement dégradée, tellement érodée qu'elle est en train de se briser. Et puis, peut-être le savez-vous aussi, là, cette manager, elle a fait quoi? Elle a opéré une décharge émotionnelle. Elle en pouvait plus, c'était trop fort en elle, elle avait une tension trop grande et donc elle a déchargé. Hem, on a 3 façons de composer avec nos émotions chez l'être humain. La première façon qu'on connaît tous, c'est que les émotions, on les imprime. Je dis rien, je serre les dents, parce qu'on a parfois été éduqués dans le fait, surtout les hommes, hein, dans nos civilisations, faut rien montrer, faut pas pleurer, faut serrer les dents, tu gardes ça pour toi, montre que tu es un bonhomme. Ce qu'il faut, hein, puisque là encore, la lucidité, enfin le courage de reconnaître qu'on est parfois dans la souffrance, ça nécessite de la lucidité et la lucidité est beaucoup plus une force que le déni en tant que tel. Mais on a des émotions qu'on va imprimer. D'ailleurs, il y a un bon mot de psychologue qui dit: «Tous ceux qui ne s'expriment pas s'impriment». Ce qui est en partie vrai, puis on va voir en partie faux. Donc il y a des choses qu'on imprime, qu'on ne dit pas et qu'on garde pour nous, ce qui les fait souvent amplifier. Il y a les émotions qu'on va savoir exprimer, ce que j'ai fait et ce que Grégoire a fait en introduction de cette masterclass, en se disant, au-delà de l'intérêt qu'on a mutuel à travailler sur ces sujets-là, le plaisir qu'on a à se retrouver chaque année pour partager ça, parce que on a, je pense, de l'estime mutuelle et que partager un temps avec quelqu'un qu'on estime, c'est générateur de satisfaction. Et pour moi, en tout cas, d'un point de vue hédonique, ça contribue à ma santé mentale. Donc ça, c'est ce qu'on se partage et ce qu'on exprime l'un envers l'autre et c'est agréable. Et puis, il y a ce qu'on va exploser. Et là, c'est ce qu'elle a fait, cette manager. J'imprime, j'exprime ou j'explose. Et quand j'attends trop pour exprimer positivement ce que j'ai à dire, je pète un plomb, je pète un câble, j'explose. Et là, le problème, c'est qu'effectivement, alors ça vous décharge, hein, ça fait du bien de sortir l'émotion. Mais si ça vous fait du bien à vous au détriment de l'autre parce que ça casse la relation, nécessairement, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver bien seul. Et on connaît tous quelqu'un, quand on était plus jeune ou qu'on a vu mal grandir, parce que déjà au collège ou au lycée, il avait un comportement assez brutal, assez explosif, qui fait que, vous savez, c'est ces gens qui vous disent: «Ah, mais moi, je suis comme ça, c'est mon tempérament». Ben, en fait, non, c'est pas comme ça, c'est pas ton tempérament. Il y a des choses sur lesquelles il est possible de travailler. L'expression des émotions, l'affirmation de soi, c'est une compétence contrairement à ce qu'on croit souvent. Et comme toute compétence, elle se travaille. Et il n'y a pas à s'enorgueillir, on va dire, d'avoir un mode relationnel brutal et hyper compétitif, voire, on va dire, désagréable vis-à-vis des autres, parce que ça finit toujours par revenir en boomerang en faisant que ces personnes-là sont exclues. Et on sait combien l'exclusion est un des mots les plus compliqués, pour une raison qu'on pourra expliquer dans les questions-réponses, hein, mais nous sommes des êtres humains grégaires, on a besoin d'appartenir à un groupe pour la survie de l'espèce, et donc l'exclusion est un des pires phénomènes qu'on puisse vivre. Alors, on s'est parlé de pourquoi ça ne marche pas. C'est bien sympa mon truc, mais maintenant, le meilleur conflit, c'est quand même celui qu'on évite en s'affirmant correctement. Comment on va faire? Comment faire en sorte que ça marche? Alors, je vais vous apprendre une méthode, qui est une méthode qui est assez connue, qui ressemble à ce que vous pouvez connaître dans la communication non violente, qui nous vient d'amis québécois et d'un best-seller que je vous invite à avoir toujours sur votre table de chevet, qui s'appelle S'affirmer et communiquer de Baudry et Boisvert, avec beaucoup d'exercices. Il y a parmi nous aussi des coachs, des managers, des personnes de la fonction RH qui ont envie de travailler ces sujets-là. C'est vraiment une bible, ce sujet. Première chose à faire, c'est quoi? On va commencer toujours par se dire, dès que quelque chose arrive, dès qu'il y a une erreur, moi j'ai 16 personnes dans mon équipe, dès qu'il y a une erreur, j'y vais tout de suite. Je n'attends pas par prétendue gentillesse. Non, non, j'y vais tout de suite. Ça permet de revenir au tout début. Premièrement, on va faire de l'affirmation positive de soi, on va décrire. C'est le D de ma méthode. C'est quoi? Premier élément, on décrit factuellement ce qui se passe. Je constate qu'en octobre, j'ai dû reprendre 5 de tes erreurs sur les dossiers. Tu devais déjà les contrôler. Il y en avait 4 le mois dernier. Description factuelle d'éléments sur lesquels il n'est pas possible, on va dire, d'avoir une remise en question. Ou si remise en question il y a, on prend les dossiers, on dit 1, 2, 3, 4, 5. On est bien au mois d'octobre, il y a 5 erreurs sur tes dossiers. Est-ce que tu veux que je te montre les 4 du mois dernier ou est-ce que c'est OK pour toi? D, c'est une description factuelle, il n'y a pas d'émotion. Alors, je constate, je note, j'observe, je vois. Utilisez le verbe que vous voulez, mais pas un verbe du ressenti, un verbe de la constatation. Deuxième élément, après avoir décrit factuellement, en s'étant impliqué, hein, c'est je. C'est pas tu, c'est pas on, c'est je. Je constate, je note, je vois. Je m'implique systématiquement lorsque je m'affirme. Deuxièmement, je vais exprimer mon émotion.
Là encore, on utilise le jeu, pas le tu qui tue ou le on qui est un. Voilà, on en parlera plus tard. L'émotion que je ressens sur le sujet. Hop, pardon. Je suis déçu, je suis ennuyé, je suis peiné, je suis agacé, je suis frustré. Là encore, une fois qu'on a donné un élément factuel, on a le droit de dire, et c'est important, trop souvent en situation de travail, on estime que les autres ne nous comprennent pas. Mais comment voulez-vous qu'on vous comprenne si vous ne dites pas ce que vous ressentez? Là encore, petite parenthèse, un exemple que je donne souvent, c'est qu'on juge autrui sur ses actions alors qu'on se juge nous-mêmes sur nos intentions. Prenons un exemple tout bête de la vie quotidienne. Si certains d'entre vous sont parents, il a fallu emmener votre mari ou votre femme, pardon, ou avoir été emmené par la personne avec laquelle vous vivez à la maternité pour accoucher à un moment. Et bien effectivement, en tout cas, moi j'ai 2 enfants, je me souviens, j'étais en mode Michael Knight et K2000 à l'époque quand il a fallu conduire en mode hyper précautionneux pour emmener ma femme à la maternité. Euh, nécessairement, quand j'ai emmené ma femme à la maternité et qu'on était en plein dans les bouchons à Boulogne-Billancourt, si vous voulez, j'habitais Boulogne-Billancourt, j'ai mis les warnings, je suis passé sur la voie de bus et tranquillou, mais j'ai estimé qu'effectivement, en fait, j'avais pas envie que mon enfant naisse dans la voiture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu une conduite qui était très particulière pour des raisons légitimes. Ma femme allait accoucher, elle avait perdu les os. Euh, donc, mon intention, c'était de protéger ma femme et mon enfant, plus que le code de la route, sans mettre bien sûr personne en situation périlleuse. Ça me paraissait tout à fait légitime. Imaginons que quelqu'un m'ait vu à ce moment-là et se soit dit, bah, ça va, tranquille, lui. Il est cool avec sa femme, il prend les voies de bus, puis il double tout le monde, super, bravo les Parisiens. Et puis, moi, je vais reprendre la route. Là, ma femme n'est plus en train d'accoucher. Et si je vois quelqu'un qui me fait une queue de poisson et qui passe avec les warnings sur la voie de bus, je vais me dire, mais vraiment, les gens, ils doutent de rien, quoi. On est tous en train de faire la queue et le mec, c'est bon, il nous double par la droite. En fait, je vais juger autrui sur ses actions et moi sur mes intentions, pour une raison simple. Peut-être que autrui, d'ailleurs, avait aussi sa femme qui était en train d'accoucher. Je juge autrui sur ses actions et moi sur mes intentions parce que j'ai accès à mes états mentaux, j'ai accès à mes intentions, mais je n'ai pas accès aux états mentaux ou aux intentions des autres. C'est la raison pour laquelle, quand on a un conflit à résoudre, on décrit factuellement et on exprime ce que l'on ressent. On exprime nos émotions pour permettre à autrui de comprendre nos états mentaux. N'imposez pas à autrui de comprendre ce que vous ne vous êtes pas donné la peine de lui expliquer. Parce que sinon, vous allez au-devant de grandes déconvenues. Et ensuite, il s'agit de dire simplement le besoin qui est le vôtre. Ça ne me convient pas et je souhaite que ça change, aussi simplement que ça. Ça s'appelle de l'affirmation positive de soi. Une fois qu'on a dit ça, l'expression des solutions. Alors là, c'est la partie que je préfère. La partie que je préfère, pourquoi? Premièrement, parce que moi, j'aime bien demander aux gens, à chaque fois que je fais de la médiation ou que j'interviens en situation d'hyperconflit, ou même avec mes collaboratrices et mes collaborateurs, tu proposes quoi comme solution? Ça ne me convient pas, tu as fait des erreurs sur le dossier, j'en suis agacé, peiné, ennuyé, je veux que ça change, qu'est-ce que tu proposes? Là, il y a 3 options. La bonne foi positive. Là, vous avez, imaginons Pascal qui dit, je reconnais, j'ai fait des erreurs sur les dossiers. Franchement, tu as raison, j'en ai fait 5 ce mois-ci, 4 et peut-être même que j'en avais fait plus le mois d'avant. Très sincèrement, je suis dans une situation perso, là, je suis en train de vendre la maison, je suis en galère. J'ai pas la tête à ça. Je sais que c'est difficile, je sais que je te mets dans une situation délicate, je te demande pardon, je reconnais mes erreurs. Je vais faire attention. Je te promets que là, je vais me reprendre, la maison va être vendue, on passe chez le notaire vendredi, la semaine prochaine, tu n'entends plus parler de moi sur ces sujets-là. Super, bonne foi positive. Là, le job du manager, c'est de dire, écoute, merci de t'en être rendu compte, merci d'avoir assumé cette erreur-là, et bien entendu, merci d'avoir fait en sorte que les choses puissent changer. Ok, la bonne foi positive, c'est super, c'est ce fameux ok, merci. Si on se dit la vérité les uns les autres, c'est quand même pas toujours pareil. Pas toujours comme ça que ça se passe. Deuxième type de solution, c'est le fameux Pascal qui vous dit écoute, ouais, je sais, je reconnais, j'ai fait des erreurs, j'en ai fait plusieurs. Ça fait plusieurs mois que ça dure. Je pédale dans la semoule et je vois pas comment m'en sortir. Je réussis pas, je comprends pas là pourquoi ça bug toujours sur ces dossiers. Je vois bien que je fais des erreurs. J'aimerais bien changer, mais je vois pas comment faire. Voilà, le rôle du manager, c'est quoi? Le rôle du manager, c'est de reconnaître le caractère responsable de notre ami Pascal en disant écoute, déjà, merci de ton attitude. De reconnaître, la responsabilité, c'est reconnaître son erreur. Merci de reconnaître ton erreur. On va essayer de trouver des solutions ensemble. Je vais t'aider. On va voir ensemble comment on peut reprendre les dossiers, les dispatcher différemment. Je compte sur tes efforts, ce que moi j'appelle la responsabilisation bienveillante, c'est-à-dire que, ou la bienveillance responsabilisante, si vous préférez mettre les choses dans l'autre sens, c'est je commence par de la bienveillance, c'est-à-dire je suis là pour t'aider, mais je règle mon pas sur le tien. C'est aussi à toi de faire un effort. Le rôle du manager, c'est soutenir, d'aider, c'est de reconnaître que la personne est en difficulté, mais on ne peut pas attendre de ses collaborateurs qu'ils amènent toutes les solutions, parce que si les gens vous apportent toutes les solutions et que vous n'avez rien à faire, en fait, vous ne servez à rien. Troisième élément, et là c'est un peu plus compliqué,
C'est le Pascal qui dit non, je suis pas d'accord. Ah bah si, Pascal, il y a des erreurs. Ouais, tu appelles ça des erreurs. Pour moi, c'est pas des erreurs. C'est-à-dire, on voit que là, on est dans une mauvaise foi manifeste. Je vous raconte une anecdote. J'étais appelé pour une situation d'hyper-conflit à côté de Perpignan il y a quelques années, avec une dame dans un laboratoire d'analyse qui, dans un couloir, avait giflé un de ses collègues et insulté publiquement ce collègue et un autre devant, alors c'est des grands, grands bâtiments, devant plein de monde. Et donc on me dit, bah là, il y a manifestement un problème. Elle a mis une claque, une gifle à un collègue, elle a insulté 2 collègues publiquement, ça pose un souci. Et donc j'arrive pour faire la médiation, moi, dans cette situation-là. Je reçois les 2 personnes qui ont été giflées, qui m'expliquent en long, en large, les témoins et autres. Puis je vois la fameuse dame, je lui explique tout ça, puis je dis, bah voilà, ça pose un problème, madame. Non, moi, j'ai pas de problème. Bah si, quand même. Enfin, à partir du moment où vous giflez les gens publiquement, enfin, ou même pas publiquement d'ailleurs, mais au travail, au moment où vous les insultez, ça a un problème. Non, moi ça va, c'est pas de souci. Non, c'est bon, on a dit ce qu'on avait à se dire maintenant, pas de problème. Et je dis: «Oui, mais enfin» et alors là, il y a une façon de faire, c'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui est de mauvaise foi, c'est-à-dire quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il y a un problème alors qu'il y en a un, moi je dis toujours la même chose et je le dis même, dans mes équipes lorsque c'est nécessaire, heureusement c'est assez rare. Je dis: «Écoutez, je comprends que pour vous ça ne soit pas un problème, mais moi en tant qu'employeur ou représentant de l'employeur, ça me pose un problème que j'ai l'obligation de traiter. Donc de 2 choses l'une, soit on trouve une solution ensemble et je vous garantis que ma porte sera toujours ouverte aujourd'hui, demain, après-demain pour qu'on aille trouver ensemble une solution à ce problème pour le solder. Soit vous considérez qu'il n'y a toujours pas de problème, vous ne voulez pas entendre que c'est un sujet pour moi, ça en restera un pour moi et je vais devoir le traiter. Et donc, je vais devoir le traiter sans vous. Mais sachez qu'un problème que je traite sans votre contribution implique une solution qui risque de vous déplaire. Et dans la quasi-totalité des cas, les gens me disent: «Mais c'est une menace que vous faites là?» Alors, ça dépend du niveau de personne. Parfois, je dis: «Bah oui». Parfois, je dis: «Beh, vous avez le droit de le prendre comme ça. C'est une information qui vise à mettre en lumière les conséquences potentielles de la posture qu'est la vôtre. Vous avez le droit de la percevoir comme une menace si effectivement vous ne changez pas de posture». Un petit tips quand même que je vous donne pour les managers qui sont parmi nous, quand on en est là dans la discussion, moi ça fait 15 ans que je fais mon métier, j'ai fait un peu plus d'un millier d'interventions dans des grandes boîtes. J'ai appris un truc qu'on m'avait pas appris à la fac. À ce moment-là, c'est de dire à la personne: «Vous savez, je pense que pour vous comme pour moi, ce moment de la discussion, il est assez délicat. Moi, je préférerais qu'on ait d'autres discussions plus constructives tous les 2 et j'imagine que pour vous, vous avez déjà eu des moments plus agréables en situation de travail. Comme on est tous les 2 dans une situation qui est forcément un peu plus stressante que d'habitude, ce que je vous propose, c'est prenez 48 heures, allez réfléchir à ce que je vous ai dit et encore une fois, je vous ai fait une promesse, je garantis que je vais la tenir. Revenez vers moi. Imaginons, moi, je dis toujours en fin de semaine, sauf si vous êtes vendredi soir, bien sûr, mais je vous laisse jusqu'à vendredi pour revenir vers moi. D'accord? Ma porte sera toujours ouverte jusqu'à vendredi et on est là pour trouver des solutions, j'espère ensemble, mais pour trouver in fine des solutions. Alors, les psys ne sont pas satisfaits ou remboursés, hein, très sincèrement, parce que sinon notre modèle économique s'écroulerait. Mais là, en revanche, s'il y a bien un truc que je peux vous dire, c'est que dans 100% des cas, les gens sont revenus en me disant: «Bon, j'en ai parlé avec ma femme et mes gamins ou mon mari, bon, ouais, il y a peut-être un sujet, il faudrait effectivement qu'on le craque parce que c'est pas super». Et en fait, à chaque fois qu'on fait ça, moi, j'ai systématiquement vu les personnes revenir pour essayer de trouver des solutions avec moi. N'oublions pas la dernière partie que, entre guillemets, les jeunes médiateurs ou les jeunes psys oublient souvent parce que pensent que c'est une vue de l'option ou une vue de l'esprit, une option un petit peu secondaire, la conclusion. Mais la conclusion, elle est hyper importante pour quelque chose que vous connaissez peut-être, on appelle ça la théorie des groupes restreints en psychologie. La théorie des groupes restreints, c'est notre ami Kurt Lewin qui a inventé ça, en tout cas qui a mis ça en lumière plutôt. C'est l'idée que si vous prenez un engagement verbal devant autrui, vous augmentez la probabilité, on va dire, de modification comportementale durable. C'est-à-dire que vous passez quasiment à 60% de probabilité de modification comportementale. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, je fais verbaliser à la personne quelque chose. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez, c'est quand ils ont un mauvais comportement ou quoi que ce soit, et que vous lui dites: «Est-ce que tu as bien compris?» «Oui». «Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as bien compris?» Parce que le faire dire: «J'ai bien compris que je ne dois pas jeter le verre par terre parce que ça met de l'eau partout». En fait, le fait de faire ça, c'est pas les humilier. C'est le fait de prendre conscience de ce qui s'est passé et ça augmente considérablement la probabilité que ça ne se fasse plus. Et donc d'éviter la prochaine humiliation d'un comportement où ils auront l'impression de se faire gronder, ce qui est jamais très agréable quand on est petit, ni même quand on est grand. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit: «Bah, on est OK que tu sanctuarises», c'est un exemple, hein, une demi-journée par mois pour vérifier tes dossiers. On fera un point ensemble. Merci de t'être montré responsable dans le traitement de ce problème. Tout est important dans ce que j'ai écrit là. Pourquoi?
Le est-ce qu'on est OK vise, c'est une question rhétorique, bien entendu, mais qui vise à avoir un oui. On fera un point parce qu'on ne se paye pas de mots et on va regarder de façon longitudinale si effectivement les engagements sont bien pris. Et puis, le dernier point, vous ne direz pas que c'est moi qui vous l'ai dit parce qu'il est un petit peu manipulatoire. Merci de t'être montré responsable dans le traitement de ce problème. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que de la consistance comportementale. Vous pouvez tester ça tout à l'heure avec votre boulangère. Allez acheter un sandwich, Émilie, pour ceux qui auront acheté un sandwich à la boulangerie du coin. Et si vous avez un vendeur, une vendeuse qui est particulièrement souriant, il faut que ça soit sincère, un compliment. Quelqu'un de très souriant, vous avez le droit de lui dire, bah, écoutez, merci pour votre sourire parce que franchement, c'est super agréable. En fait, le fait de faire un feedback positif à quelqu'un par rapport à un comportement spécifique, ça va amener chez lui ce qu'on appelle de la consistance comportementale, c'est-à-dire le souhait de pérenniser ce comportement positif et de le garder plus longtemps. Vous rendrez juste le monde un peu plus beau pour tous les gens qui passeront derrière vous. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans les situations de conflit, c'est une façon d'amener autrui à renforcer le nouveau comportement positif qu'il s'est engagé à avoir. Alors, je l'ai dit, le meilleur conflit, c'est celui qu'on va éviter en s'affirmant correctement. C'est la promesse que je vous ai faite il y a quelques minutes. Et l'idée, c'est de pouvoir respecter l'autre autant que soi dans les interactions. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ça tombe bien là encore, c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Imaginons ensemble une situation fictive. Comment passer un message délicat? Imaginons un manager qui est à dire à un de ses collaborateurs, OK, tu n'auras pas la promotion que tu voulais cette année, tu voulais passer, je ne sais pas, coef 8, bah non, ça ne sera pas possible, tu ne l'auras pas. Il a un message délicat, difficile, et on va regarder ensemble différentes façons de réagir d'un point de vue managérial. Ce que je vous dis là, ça a été validé dans une modélisation scientifique en 2019, donc c'est assez récent en psychologie sociale, et moi j'ai trouvé ça suffisamment intéressant pour avoir envie de le partager avec vous. Donc tu n'auras pas la promotion souhaitée. Plusieurs réponses de managers. Le premier manager, qu'est-ce qu'il répond? Ouais, l'année a été plutôt bonne. Pour notre département, que penses-tu des nouveaux locaux? C'est-à-dire qu'il sait que ce message qu'il a passé, c'est: «Tu n'auras pas la promotion souhaitée» et il commence l'entretien ou il aborde l'entretien en disant: «Ouais, l'année a été plutôt bonne, pour le département, qu'est-ce que tu penses toi des nouveaux locaux depuis qu'on a déménagé? Tu en penses quoi?» Alors, qu'est-ce que c'est que ce type de manager? Qu'est-ce qu'il utilise comme stratégie? Là où il devrait dire le fond du message: «Tu n'auras pas la promotion souhaitée», il dit autre chose. C'est ce qu'on appelle l'omission. Cette stratégie de l'omission, c'est celui qui passe à côté du sujet, celui qui tourne les yeux, qui tourne le regard. Le problème va être évité. En fait, on regarde toujours l'affirmation de soi depuis les années 2020 sous un double axe. L'axe honnêteté, l'axe bienveillance. Ici, c'est faible en honnêteté, faible en bienveillance. L'idée, c'est que l'affirmation, c'est toujours une ligne de crête entre ces deux abîmes. Être suffisamment honnête et suffisamment bienveillant pour faire les choses correctement. Ici, autrui est négligé. On est d'accord. L'émetteur, le manager, lui, il veut son petit confort ponctuel. Je ne veux pas passer un message délicat, j'ai pas envie de me faire engueuler, j'ai peur d'avoir un retour négatif. Donc, moi, je privilégie mon confort et j'essaie d'entourlouper un peu l'autre. On est bien d'accord que, on néglige autrui et que négliger autrui finira forcément par avoir un retour de bâton. Deuxième stratégie, très connue: «Oh, mais tu sais que pour ta promotion, tout n'est pas encore joué. Peut-être que la DRH va changer d'avis dans les jours qui viennent». Alors ça, c'est un truc très, 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 très fréquent, c'est-à-dire que je sais très bien que tu auras pas ta promo. Je le sais, j'ai eu le papier. D'ailleurs, probablement que moi-même, j'ai pas forcé pour que tu aies ta promo et que la DRH n'a rien décidé. C'est pas les DRH qui décident des promos, c'est les managers. Les DRH entérinent les décisions managériales. Eh bien là, on commence tout doucement, hein, on voit, à nourrir chez l'autre un faux espoir. On lui laisse imaginer qu'il y a encore des choses possibles, alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas. C'est le côté on verra bien demain, un peu pensée magique. Il suffit de repousser un problème à demain, puis on verra ce qu'il en est. C'est très faible en honnêteté. Alors, c'est plutôt haut en bienveillance, c'est vouloir le bien d'autrui. On veut le protéger, notre collaborateur, par un petit mensonge. Mais le problème, c'est que les mensonges, ils dégradent forcément les relations à moyen terme. Donc là encore, on n'est pas dans ce qu'on s'était promis. Autre stratégie, tu n'auras pas ta promo parce qu'on pense que tu as été mais mauvais toute l'année. Là encore, je pense que vous percevez assez bien de quoi il s'agit comme stratégie.
Ce qu'on va appeler l'honnêteté brutale. Alors, on en connaît tous des personnes qui sont dans l'honnêteté brutale, plutôt des mufles, des rustres, des goujats. J'essaierai d'expliquer tout à l'heure une des dimensions psychologiques. D'ailleurs, tiens, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est intéressant de vous faire comprendre d'où ça vient. Alors là, on évoque le problème, mais sans aucune considération pour l'autre. Alors c'est très honnête, hein. Là, on ne peut pas lui dire qu'il manque d'honnêteté. Ben, dis donc, quelle brutalité, quelle violence dans le propos, quel manque de bienveillance vis-à-vis d'autrui. Et là, on va heurter pardon, l'autre par la dureté, par la difficulté enfin, le caractère oui, brutal et violent du message que l'on passe. Les personnes qui sont incapables de montrer de la bienveillance, pour certaines, pas pour toutes, pour certaines, elles manquent de ce qu'on va appeler de l'empathie cognitive. L'empathie cognitive, il y a 3 types d'empathie. L'empathie affective, vous regardez quelqu'un se faire arracher un ongle avec une tenaille, ça fait froid dans le dos. Ne soyez pas fiers de vous d'avoir eu froid dans le dos, c'est de la contagion émotionnelle, c'est automatique chez l'être humain. Si ça ne vous arrive jamais, fort possible que vous soyez atteint d'une psychose assez grave et là, je vous invite assez rapidement à aller voir votre médecin. Mais si effectivement, vous réagissez quand quelqu'un se casse la cheville devant vous avec une fracture ouverte, c'est normal. En revanche, il y a des personnes qui ne sont pas capables de se figurer les états mentaux d'autrui, c'est-à-dire de comprendre ce que l'autrui ressent. Vous savez, c'est celui, alors j'avais pas prévu d'en parler non plus, mais c'est celui que vous invitez à Noël, au repas de famille, vous êtes tous bien, en train de parler des trucs. Est-ce que tu as refait le toit de la maison? J'ai changé de voiture, les enfants ont eu un bon premier trimestre. Et en plein milieu du repas, lui, il vous parle de la peine de mort, des migrants, enfin que des sujets clivants qui mettent tout le monde dans une situation délicate et désagréable et sur lequel il a des opinions très tranchées. Le but n'est pas de discuter, le but est de convaincre. Ce qu'on appelle vulgairement le bon gros con du repas de famille. Et la tristesse de celui-ci, c'est que bien souvent, il sera incapable de changer. Il va le privilégier, le fait d'avoir raison, sur l'harmonie de cette relation familiale, notamment un repas de Noël. C'est souvent quelqu'un, ce bon gros con du repas de Noël, qui est privé d'empathie cognitive, qui est dans l'incapacité à se figurer les états mentaux d'autrui. Alors, c'est ce que nous disait notre ami Lucrèce, il vaut mieux une vraie tristesse qu'une fausse joie. Inutile de penser qu'il changera, l'empathie cognitive se développe très mal. Et chez certains, c'est impossible de la développer. Il vaut mieux éviter de l'inviter, ce tonton-là. Honnêteté brutale, on voit bien que là encore, d'un point de vue managérial, ça n'est pas une façon de s'affirmer qui est efficace, parce que heurter un collaborateur, c'est là encore s'assurer d'une démotivation. Vous savez, en psychologie, il y a souvent 4 techniques. Pour une fois, je vais vous en montrer 5. Et celle-ci, c'est la 4e. Oh, tu sais, alors on devrait dire, hein, tu n'auras pas ta promo. On lui dit, tu sais, on s'entend tous pour dire que tu es vraiment, vraiment une belle personne. Tu es assidue, tu es ponctuelle, tu es travailleuse. Enfin, franchement, c'est un régal de bosser avec toi. Qu'est-ce que c'est? C'est de la ruse. C'est que c'est très honnête, si on le pense, si tant est qu'on pense que la personne est assidue, travailleuse, ponctuelle, c'est honnête, je te dis la vérité, c'est bienveillant, je te dis quelque chose de sympathique et d'agréable, sauf qu'on n'est pas sur le bon truc en fait. C'est-à-dire qu'on a déplacé le sujet qu'on regarde et la problématique de la ruse, c'est que la personne se sent trahie, c'est-à-dire qu'elle voit qu'il y a une forme de flatterie, une forme de feedback positif sur le sujet, mais qu'en fait, ce n'est pas là-dessus qu'on est attendu ou qu'elle est attendue. Et ce sentiment de trahison que ça donne, c'est tu me dis, donne un feedback positif, mais c'est pour mieux me faire oublier ce que tu as à me dire derrière. Ce manque de pertinence perçue du message, ça génère effectivement une trahison qui n'est jamais le préalable d'une relation durable. C'est la raison pour laquelle il existe une dernière technique, qui est la technique que moi j'appelle la technique de Stéphane Plaza. J'explique pourquoi dans quelques instants. C'est ce côté, je souhaite sincèrement que tu évolues dans les années à venir, mais pour nous, c'est trop tôt. Franchement, cette année, c'est trop tôt. Tes résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'honnêteté bienveillante. On évoque le problème, on évoque le problème, après avoir exprimé son intérêt sincère pour le bénéfice à long terme d'autrui. Si je dis des choses concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, prenez l'exemple de Stéphane Plaza, par exemple, quand il arrive, je ne sais plus comment s'appelle l'émission, je ne suis pas un spécialiste de Stéphane Plaza, mais il arrive chez les gens et vous voulez vendre votre maison, ça fait 1 an et demi qu'elle est en vente, vous galérez, c'est quoi votre projet? Je voulais aller vivre à La Rochelle avec ma femme pour la retraite. Ok. Là, il est encore sur le parvis de la maison devant. Et il dit aux personnes, écoutez, moi, mon objectif, c'est de vous aider à vendre au meilleur prix et le plus vite possible cette maison pour que vous puissiez enfin avoir votre projet de retraite ensemble. Il énonce un intérêt sincère à moyen terme pour autrui. Donc, il met en lumière une intention bienveillante à moyen terme. Et une fois qu'il a fait ça, il rentre dans la maison et il dit aux personnes: «Oh! Ouh là là, mais je comprends pourquoi vous ne vendez pas.
Non, mais c'est qui est-ce qui vous a fait les joints de la salle de bain? C'est dégueulasse. Oh, la peinture qui s'écaille. Oh là là, c'est sale. En fait, s'il était rentré directement en ayant ces messages un peu insultants ou inélégants, excusez-moi pour l'inélégance des mots, mais c'était pour marquer les esprits. Si effectivement il était arrivé directement en disant c'est sale dans la salle de bain, les joints sont sales, à un moment, le napperon sur la télé, il faut le jeter parce qu'il est tout jaune. S'il était arrivé en disant ça, il serait passé pour un mufle, un rustre, un goujat, quelqu'un sans aucune éducation. Et pourtant, ça n'est pas le cas. Parce qu'il a commencé par exprimer son intention bienveillante à moyen terme avant de passer un message qui est délicat et difficile. Du coup, c'est haut en honnêteté et haut en bienveillance. La personne se sent respectée, même si le message n'est pas agréable en tant que tel. Alors, si dans cette masterclass, si vous avez saisi que le conflit, en fait, il est consubstantiel à la vie, qu'on peut être adversaire sans être ennemi, alors vous avez absolument tout compris de ce que je voulais partager avec vous. En fait, les conflits au travail, ils sont comme les querelles dans un couple. Ça n'empêche pas la relation. Au contraire, ça la permet en la rendant plus durable, tout simplement parce que plus saine. Et c'est tout ce que j'ai envie de vous souhaiter pour terminer. Merci beaucoup, Adrien, pour cette conclusion. Comme quoi, on avait dit dans un post LinkedIn: «Les conflits, c'est la vie». Est-ce que tu confirmes? Mais bien sûr que je confirme que les conflits, c'est la vie. Mais moi, c'est ce que je dis toujours quand j'interviens, quand on me dit ici, il n'y a pas de conflit. Moi, je dis toujours aux gens, vous ne travaillez pas. Mais bien sûr, mais parce qu'en fait, les conflits, ils sont consubstantiels à la coprésence. C'est-à-dire dès qu'on est deux dans une salle, au bout d'un moment, on va nécessairement rentrer en conflit parce que nos intérêts vont devenir ponctuellement divergents, ce qui est la racine ou la définition même d'un conflit, quand les intérêts divergent ponctuellement. Mais c'est la même chose dans les histoires de couple. En fait, toute histoire d'amour encapsule la nécessité de la conflictualité et c'est heureux. Si tu t'engueules jamais dans ton couple, pose-toi des questions. C'est qu'il y a un climat d'insécurité psychologique. Parce que pouvoir exprimer son désaccord, ça veut dire qu'on est suffisamment en sécurité. Quelqu'un Mmh. qui n'ose jamais dire à l'autre, je prends l'histoire d'amour, on va filer la métaphore sur l'histoire d'amour. Si tu n'oses jamais dire à la personne que tu aimes que tu n'es pas d'accord, parce que tu as peur des représailles, ça veut dire que autrui ne t'aime pas pour ce que tu es, mais autrui t'aime parce que tu lui permets d'avoir toujours raison. Et donc, en fait, ça n'est plus le sujet que tu es qu'elle apprécie, c'est l'objet de satisfaction que tu lui donnes. Et donc, en fait, tu es réifié. Tu es un instrument au service de la perpétuation de son confort parce que tu lui donnes jamais tort. Mais ça, c'est pas du respect. Et on ne peut bâtir une histoire d'amour que sur une dimension de respect. Et donc, effectivement, en amour comme dans la vie, les conflits sont essentiels. Alors, on a eu pas mal de questions pendant la masterclass et je vous en remercie. Comme ça, tu peux boire un petit peu d'eau. Merci. N'hésitez pas encore à les poser. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette masterclass. On va les prendre. Je vais essayer de faire des grandes familles. La première, c'est de manière générale, Adrien, c'est: est-ce que pour toi, il faut résoudre coûte que coûte les conflits, ou est-ce qu'on peut vivre et travailler avec des conflits dans son équipe, voilà, qui sont pas non plus. En fait, il y a des conflits, il faut éviter la pensée magique. La pensée magique, c'est cette espèce de truc New Age qui vise à dire qu'on peut toujours tout faire, tout est toujours possible, il suffit d'y croire très fort. Moi, quand les gens me disent: «Oui, mais tu sais, la loi de l'attraction, si tu y penses très fort, ça vient». On sait que c'est 1, c'est bullshit, 2, c'est toujours dépressogène, ça a été prouvé de nombreuses fois. Moi, je dis souvent aux gens: «Tu sais, la loi de l'attraction, c'est cool, hein, mais si tu penses qu'effectivement, si tu sautes du 5e étage en pensant très fort que tu vas voler, fais gaffe, hein, mets un truc en dessous parce que tu risques de te faire mal. Les ailes vont pas te pousser toutes seules parce que tu y crois fort». Il ne s'agit pas de croire très fort à quelque chose pour que ça marche. Il y a des conflits qu'on ne pourra pas résoudre. Mais c'est pas grave, il suffit de se le dire. Et en situation de travail, là, j'arrête la métaphore de la vie perso parce que Mmh. c'est Mmh. complètement différent. Mmh. Ce qui nous unit dans une relation de travail, c'est une relation contractuelle. En contrepartie de ton salaire, tu dois faire un travail. Moi, il m'arrive dans des équipes qu'on n'ait pas la possibilité de faire de la mobilité ou pas tout de suite. Il faut vivre encore 6, 7 mois, 8 mois, 1 an ensemble. Donc, on est obligé de rester en coprésence, manager, collaborateur ou collaborateur qui ne s'apprécie pas. Dans ces cas-là, on prend acte d'un sujet sur lequel on est d'accord. C'est notre désaccord. Mmh. On n'est pas d'accord sur un sujet, on prend acte du fait qu'on a un désaccord ensemble, on essaie de trouver non pas la relation conflictuelle, mais on essaie de désescalader pour savoir quel est le sujet concret et contextuel sur lequel on n'est pas d'accord. Et on se le dit: je ne suis pas d'accord avec toi, tu n'es pas d'accord avec moi. En revanche,
Ici, je prends 2 hommes. Ici, messieurs, vous êtes dans un cadre contractuel prescrit. Il s'agit de continuer à travailler. Donc, je ne vous demande pas d'aller boire des bières ensemble le week-end, mais il s'agit que la coopération se passe bien. Je compte sur votre capacité mutuelle à le faire. Et si jamais ça n'était pas le cas, ça serait une rupture unilatérale du contrat de travail de votre part. Donc, il s'agit de faire les choses correctement. Il y a des équipes dans lesquelles les gens sont tout à fait en capacité à dire: «J'aime pas mon collègue, je l'apprécie pas, je trouve pas drôle, il fait des blagues que j'aime pas, il m'agace. En revanche, si on doit bosser ensemble, on le fera». Mais ça, pas de problème. On a toujours un conflit de base où on ne s'apprécie pas, mais on est en capacité à continuer la coopération. Parce que la coopération, quand tu es en situation de travail dans une équipe, ça fait partie des attendus contractuels que tu te dois de donner. Alors, c'est rare que ça puisse durer 50 ans. On l'a vu parfois, mais c'est très compliqué dans les administrations publiques. Bien souvent, il s'agit à un moment que l'un ou l'autre parte. Mais en tout cas, dans le temps de latence entre le début Mmh. et le moment où l'autre part, on doit pouvoir cohabiter dès lors qu'on ne nie pas l'existence d'un désaccord. Top. Merci, Adrien. Il y a Cécile qui nous demande comment se positionner dans un conflit entre notre manager et un collègue? Là encore, on peut faire de la révélation positive de soi, c'est-à-dire que le plus compliqué, c'est de ne pas prendre position. Parce que souvent, l'un et l'autre, surtout si ce sont des gens qui sont en difficulté pour s'affirmer dans ce contexte-là, vont avoir besoin de se booster un peu et d'aller chercher le soutien des uns et des autres en essayant de dire: «Mais allez, tu es d'accord avec moi, tu as vu, il m'a fait ça» et autres. On va essayer de nous faire rallier un pôle ou un autre. Le but du jeu, le plus souvent, c'est de faire de l'affirmation positive de soi en disant: «Écoute, moi, j'ai bien compris que vous étiez en conflit l'un avec l'autre. Je vous invite à le solder, mais moi, je ne veux surtout pas être instrumentalisé dans tout ça. Ça me met très mal à l'aise et je le vis assez mal. Donc, je veux rester en dehors de ce conflit-là». Et on va voir son chef en disant: «Écoute, moi, il y a un conflit entre toi et Karine. Je suis vraiment mal à l'aise par rapport à ça. Ça Mmh. nuit à l'équipe. J'aimerais bien que vous fassiez quelque chose». Et on est plusieurs à se le dire. Nous, on ne veut pas rentrer dedans, mais s'il te plaît, enfin, c'est son job, hein, votre manager, il faut faire avancer le sujet. Mmh. Simplement exprimer ce qu'on ressent. Je suis mal à l'aise, je ne veux pas être pris à partie, je ne veux pas être instrumentalisé. Moi, je suis là pour faire mon boulot. S'il vous plaît, réglez ça entre vous et faites-le vite. On a un sujet, un peu plus, juridique, et je pense que tu pourras, y répondre étant donné justement toutes les actions de terrain que tu as menées. C'est Abdelatif qui nous le demande. C'est, est-ce qu'un conflit engage la responsabilité de l'employeur et de quelle responsabilité s'agit-il? En fait, alors je ne suis pas juriste, donc je réponds simplement sur ce que j'en connais moi. Sur le reste, je suspends mon jugement et je laisse à celles et ceux qui ont la compétence pour le faire. Ça fait partie de la déontologie des psychologues de dire la limite de leurs compétences. En fait, le conflit engage l'employeur, c'est-à-dire qu'un employeur enfin, en fait, il y a un accord national interprofessionnel sur les violences et le harcèlement au travail qui est passé, qui met en lumière qu'effectivement, un employeur qui ne ferait rien en situation de conflit dont il a connaissance et qui perdure, en fait, il ne serait plus en capacité à garantir son 41-21 du Code du travail, c'est-à-dire des conditions de travail qui n'esquintent pas la santé. Bah oui, parce que le conflit, hein, c'est un des 6 facteurs de risques psychosociaux au travail, et donc ça peut dégrader la santé. Donc l'employeur a l'obligation de mettre en place des mesures pour faire cesser les conflits qui perdurent. OK, merci beaucoup. Il y a aussi pas mal de questions, autour de la notion, de confiance. Il y a notamment Lauriane, quoi, qui nous dit: «Si la confiance d'une des 2 parties», donc j'imagine, qui était en conflit, «n'existe plus, est-ce que cela est un conflit?» Je ne sais pas si c'est un conflit en tant que tel, parce qu'il faudrait creuser la question. En tout cas, si la confiance, de l'un ou de l'autre, alors il y a 2 niveaux. Soit elle est érodée, soit elle est cassée. Mmh. Et moi, c'est souvent quelque chose que je dis dans mes interventions quand je vais beaucoup travailler dans les grandes entreprises dans lesquelles il y a des conflits, collectifs dans les équipes. C'est plutôt mon truc, les conflits collectifs, j'adore ça. Mais il m'arrive parfois d'arriver dans une équipe où quand j'ai fini mon audit, je demande aux uns et aux autres: «Qu'est-ce que vous attendez de moi? On fait quoi pour solder le truc?» Et je l'ai fait il y a pas longtemps dans une équipe, j'avais 12 personnes. Les 12 me disent: «Mais en fait, nous, on veut plus travailler avec notre chef. On n'a plus confiance en lui». Ça c'est arrivé très, très récemment. En fait, quand tu as 12 personnes d'une équipe et que les 12 te disent: «On veut plus travailler avec notre chef parce qu'on n'a plus confiance en lui», moi, c'est ce que j'ai dit au DG et à la DRH. Je dis: «C'est plié. N'investissez pas du temps et de l'énergie pour restaurer le blason de ce garçon. Permettez-lui de sortir de cette équipe correctement et avec le respect qu'on doit à la personne, mais ça y est, c'est fini. Une fois que la confiance est cassée, on ne la reconstruit pas. Il en restera toujours quelque chose. Si elle est érodée, on peut reconstruire et il faut essayer. Si elle est cassée, autant séparer les Mmh, parties en mmh, présence pour que ce mmh, manager apprenne de ce qui s'est passé et aille reperformer ailleurs et que cette équipe puisse être en capacité mmh, à faire mmh, ce pourquoi elle est payée, travailler et créer de la valeur avec un nouveau manager avec mmh. lequel ça se passera bien. Et Si c'est vrai c que c'est aussi des questions qui, en début de masterclass, et c'est vrai que ça c'est encore une fois, c'est ton franc-parler qu'on aime bien, où tu disais, c'est Jessie, quoi, qui nous demandait: «Quand un conflit, est centré sur la relation, est-ce qu'il y a pas d'autres issues que la rupture?» Tu sais, c'était le niveau 3 où tu as dit: «Bah, à un moment, il faut savoir, se séparer
quand la désescalade n'est plus possible. Et c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus compliqué en entreprise. Mais à un moment, c'est comment savoir si on a passé cette ligne rouge, et de deux, après, comment faire en tant que manager. Est-ce que tu as des conseils sur ça ou... Oui, parce qu'en fait, il y a 2 niveaux. Le 1er niveau, c'est qu'on va essayer de désescalader. C'est-à-dire que si on arrive à quelque chose où les uns et les autres se disent: «Ouais, mais je peux plus bosser avec toi, tu es qu'un» bon, je vous passe les noms d'oiseaux. Une fois qu'on en arrive là, la première technique qu'on va pouvoir utiliser, on est sur la 3e marche de l'escalier, on redescend à la 2e, on redescend à la 1re. Et l'idée, c'est de se dire: «Bon, déjà, si on est en train de s'envoyer des mots d'oiseaux, c'est que c'est pas le bon moment pour en parler. Essayons de réfléchir l'un et l'autre, entre guillemets, à la cause racine». C'est quoi le sujet? Et très souvent, le sujet au travail, c'est une cause racine qui est une cause, centrée soit sur le quoi, soit sur le enfin, c'est sur le quoi avant d'être sur le comment. C'est-à-dire, en fait, ce qui me saoule, c'est quand tu m'envoies des mails à 16h55, alors que tu sais que je finis à 17h pour aller chercher mes gamins et que tu me demandes de faire un truc qui prend une demi-heure et que ça fait 3 fois que je te le dis, ça me saoule. Là, on voit qu'on est sur le quoi, on est sur un comportement spécifique d'autrui qui a été répété et qui a fini par faire un côté: «Mais il s'en fout de moi, c'est un égoïste, je veux plus bosser avec un con pareil». En fait, le but du jeu, c'est de désescalader pour essayer de revenir à la cause racine et c'est ce que tu fais quand tu fais de la médiation en disant: «Est-ce que c'est ça à la base? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui a envenimé derrière parce que ça a été répété? Oui. OK, est-ce qu'on prend conscience de ce que ça génère chez autrui, de ce que ça génère chez vous? Pourquoi ce comportement est perpétué?» Donc on va essayer de désescalader, mais c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible parce que ça suppose, qu'on soit pas allé trop loin. Moi, je bosse dans certaines administrations publiques ou grandes entreprises parfois où, tu sais, les gens démissionnent pas, ça fait 25 ans qu'ils sont là. Il y a des gens qui nourrissent de la rancœur depuis 20 piges. Il m'a pas invité à son mariage, une fois il avait dit ça à un séminaire, enfin des choses de fou. Et donc là, quand ça fait 20 années de frustration qui sont derrière, tu le désescaladeras pas ça. Mais Mmh, parfois mmh, c'est mmh. possible de désescalader un petit peu. Ça suppose, que ça soit pas trop enquisté, sinon on n'en fera rien. Et 2, ça suppose quelque chose qui n'est pas toujours donné, c'est la bonne foi et la bonne volonté des acteurs en présence. Mmh, mmh, mmh. Et donc tu peux essayer, mais toute nouveauté encapsule la possibilité de son échec. Essayer, ça n'est pas réussir. Sinon, on jouerait tous au loto tout le temps. Tu nous as partagé les techniques, justement, inspirées, de la communication non violente, et on a demandé dans le cadre d'un sondage quelle étape était la plus compliquée pour l'audience et sur laquelle, ils souhaiteraient entendre tes conseils, et à 34 c'est, l'étape sur les émotions. Alors pour les Ouais. managers et les RH qui sont dans la salle, c'est quoi ton conseil? Alors on a eu une masterclass de Véronique Perron il y a 2 mois sur ce sujet, comment manager avec ses émotions, qui est un gros sujet, dans notre culture, qui est Ouais. compliqué pour les managers. Nous, on le voit dans les ateliers de coaching collaboratif. Toi, vraiment, si tu avais 1 ou 2 conseils, pour que dès cet après-midi, les managers puissent, mieux manager avec leurs émotions, qu'est-ce que tu dirais? C'est, en fait, le premier pas, c'est le dernier. C'est-à-dire que ça paraît toujours un truc absolument fou et puis, en fait, une fois que tu commences, tu te rends compte d'ô combien c'était simple. Il y a un exercice que moi je trouve intéressant, c'est d'essayer, moi je le fais avec mes enfants parce que moi on me l'a pas appris quand j'étais gamin et j'aurais bien voulu qu'on me l'apprenne quand j'étais gamin. C'est déjà essayer d'identifier et de nommer ce que l'on ressent. Parce que très souvent, on sait juste se dire si ça va ou ça va pas. C'est-à-dire qu'on a 2 polarités, c'est agréable, enfin c'est cool ou c'est relou, c'est agréable ou c'est désagréable et on a du mal à voir entre les 2. En fait, il y a une gamme d'états émotionnels larges et moi j'essaie d'apprendre, par exemple, à ma fille qui a bientôt 4 ans, hem est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu es agacé? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es pété? On ne se pose pas souvent ces questions-là. Moi, je le fais pour moi aussi et je sais que c'est quelque chose d'important de me dire: «Qu'est-ce que je ressens là? C'est quoi l'émotion?» Alors la dominante, parce que peut-être le savez-vous, mais les Mmh. émotions, elles sont paradoxales. On peut vivre plusieurs émotions à la fois, c'est ça qui est compliqué. Je prends un exemple. Vous avez un super projet important, il faut aller le défendre en COMEX, dans 2 heures, et ben, au moment de passer devant le COMEX, vous pouvez être à la fois excité, anxieux, stressé. Beh, oui, parce qu'il y a l'excitation de si ça marche, c'est un projet de fou, vous l'aurez défendu, vous l'aurez gagné. L'anxiété, la peur de ne pas y arriver, et de perdre le projet, le stress de devoir prendre la parole en public. Donc on a cette espèce de gloubi-golba émotionnel qui fait que parfois c'est difficile de détricoter. Manager avec ses émotions, c'est un bien grand mot pour une chose très simple, c'est déjà savoir identifier ce que je ressens et puis m'habituer tout doucement, à le dire aux autres. Alors la technique, il y a un petit bouquin
qui n'a rien à voir avec la psycho d'ailleurs, mais qui s'appelle, je crois, Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel, qui donne un conseil que je trouve hyper intéressant, que moi j'ai utilisé pour moi aussi à un moment où je trouvais ça compliqué d'exprimer ses émotions devant mes collaboratrices. Faites-le dans les magasins. Moi, je le fais. Moi, je fais mon commerce dans mon centre-ville, en local. Je vais peu dans les grands supermarchés. Mais moi, je le fais avec ma fromagère, avec mon poissonnier. Je le fais. Et en fait, dire, écoutez, merci pour votre gentillesse. Ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Disons que je suis heureux que vous m'ayez. Enfin, et c'est bête, mais en fait, ce qu- on a une représentation faussée de l'affirmation de soi, parce que exprimer ses émotions, ça fait partie de l'affirmation de soi. On a l'impression que l'affirmation de soi, c'est inné. Oh, il y a des gens qui sont super affirmés. En fait, on devrait continuer la phrase. C'est la même chose que la confiance en soi, Greg. On ne devrait pas dire: «J'ai confiance en moi». J'ai confiance en moi sur tel sujet. Moi, j'ai confiance en moi dans la psychologie. Mais me demande jamais de monter un mur avec une trubelle, tu vas te marrer. J'en suis infichu de faire un truc pareil. Je veux dire, je me mets sur le dos, j'attends la mort en pleurant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, en fait, on a une confiance en soi spécifique à certains sujets qu'on maîtrise, et c'est pareil pour l'affirmation de Mmh, soi. mmh, mmh, On mmh, on sait tous les uns et les autres, par exemple, qu'on peut être très affirmé. Moi, je suis chef d'entreprise, tu es chef d'entreprise. On peut être affirmé avec ses clients, sans pour autant être affirmé avec son père ou sa mère. mmh, On peut être affirmé avec ses enfants, mais pas avec ses meilleurs amis. Et en fait, heu, l'affirmation de soi, ça dépend de l'interlocuteur mmh. et du contexte. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une compétence. Et une compétence, comment ça se développe? En fait, un des trucs les plus importants que moi j'aurais voulu qu'on m'apprenne dans la vie, c'est que tout est question de fréquence et pas d'intensité. Je prends un exemple. Si demain, toi et moi, on a envie de devenir bodybuilder, c'est-à-dire, alors, on en est loin, hein, sans te faire offense, et il suffit de me voir pour voir que c'est mon cas aussi. Mais si un jour on a envie de développer considérablement notre masse musculaire, c'est pas tous les deux, on va se dire tout à l'heure, allez, on va chez Decat, on prend 600 kilos Mmh, d'haltères et pendant mmh, 48 heures, on mmh, pousse, on pousse. mmh, Non, on va se faire un claquage, on va se faire mmh. mal et mal au dos. En revanche, si on se dit, tous les deux, Petit à petit. tous les jours, on fait une série de 4 Mmh, fois 25, et à la fin de l'année, la masse musculaire. mmh, En mmh, fait, il est question dans la QVT toujours beaucoup plus de fréquence que d'intensité, mmh, mmh, et c'est toujours le même sujet mmh, sur l'affirmation de soi. Si tous les jours tu t'entraînes à t'affirmer un peu plus en partageant mmh, mmh, l'expression de ce que tu ressens à autrui: mmh, «Merci pour votre gentillesse, je suis flatté que vous mmh, m'ayez dit ça, ce compliment me touche beaucoup, mmh, je vous suis reconnaissant mmh, d'avoir été agréable mmh. avec moi». En fait, exprimer ce que l'on ressent à autrui, à force de le faire fréquemment, tout Et c'est simplement. vrai que nous, pour partager, sur ce sujet, c'est vrai que c'est une des étapes clés dans les ateliers de coaching collaboratif, le partage des émotions, au vu de la situation portée, et c'est extrêmement compliqué pour la majorité des managers qui sont dans notre réseau. Et c'est pour ça que le faire fréquemment, en fin de parcours, ils sont beaucoup plus à l'aise, eux, avec ça. Mais c'est vrai qu'au début, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué de par notre culture. J'enchaîne sur les autres questions. L'autre étape, qui est compliquée pour 28 des gens, c'est l'étape du partage de solutions. Ouais. Est-ce que là, aussi vraiment en 2 mots, pour qu'on puisse encore prendre une ou 2 questions, tu as des conseils sur, comment le mettre en place, ce partage de solutions? Heu, En fait, c'est l'aboutissement de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de dire: je constate, je ressens, ça ne me va pas, j'ai besoin que ça change, qu'est-ce que tu proposes?» Faut vraiment c'est vraiment un enchaînement qui amène à faire ça. Hem Ce partage de solutions, il nécessite, quand vous êtes manager, de connaître le travail de vos collaborateurs. Oui, on dit souvent, il faut que les managers fassent de la reconnaissance au travail, délivrent de la reconnaissance. Oui, mais pour reconnaître, il faut avoir connu précédemment. Et donc, il faut qu'on ait apporté de la considération pour le contenu du travail d'autrui. Mais c'est normalement le job du manager. Moi, je dis souvent, comment je fais pour reconnaître le travail de mes équipes? En fait, je fais le même. Je vais souvent sur le terrain, je continue à aller accompagner les entreprises. Ça me permet de savoir ce qu'elles font, et du coup, quand on me demande de l'aide, c'est-à-dire quand j'invite mes collaboratrices à un partage de solutions, moi, j'ai déjà des idées en tête de trucs qui seraient possibles de faire. Soit elles les ont, tant mieux, elles les amènent, elles les mettent en place. Soit si on me demande de l'aide, parce que c'est mon job de manager. Moi, je considère que mon job de manager, c'est d'être un gilet pare-balles ou un porteur d'eau. C'est-à-dire, si les clients sont pas contents, c'est à moi de prendre les balles perdues, pas à mes collaboratrices. C'est toujours, moi, je suis censé cohérent, c'est toujours l'équipe d'abord et les clients derrière. Et puis, ensuite, porteur d'eau, c'est-à-dire qu'elles ont soif, c'est à moi d'aller leur apporter de l'eau pour qu'elles puissent continuer à performer. Et l'apport de solution, c'est ça. C'est d'avoir une idée de stratégie qui serait possible de mettre en place pour l'accompagner, de voir si autrui sait s'en saisir tout seul et de façon autonome, et sinon de continuer tout doucement ou de lui proposer tout doucement des sujets, en sachant que, moi je dis toujours que enfin, que le fait de déterminer des solutions, est non négociable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des solutions. La solution, ça peut être: «Je veux quitter l'équipe». D'accord.
C'est une solution. Mmh Mais il mh. faut qu'on trouve des solutions. Si on ne trouve pas tout de suite, il ne s'agit pas d'être brutal et de faire une clé de bras mentale à la personne en lui disant: «Tu as 5 minutes pour me trouver une solution à un problème qu'on a depuis 6 ans». Bien sûr que non. Je veux dire, c'est important pour moi, je veux qu'on continue cette discussion et qu'on la solde, donc je te laisse jusqu'à vendredi. Réfléchis à des solutions Mmh si tu veux. mh. Si tu n'en as pas, je serai là pour t'aider, mais je souhaite que tu réfléchisses dessus déjà de ton côté. Dernière question plus pour, nos amis, qui sont dans les fonctions RH, les DRH, les RH, les responsables formation. Souvent, quand on parle de qualité relationnelle, un peu compliqué de défendre auprès du comité de direction l'importance d'accompagner et de former, alors heureusement la QVT est en train d'exploser, cette qualité relationnelle, mais est-ce que, on arrive aujourd'hui dans le monde du travail à mesurer les coûts financiers d'un conflit, dans une équipe, ou au sein d'une organisation? Bah, on sait par exemple qu'un manager français, un manager, pardon, pas français, un manager, je crois les dernières stats, c'était passe 13 de son temps de travail, à régler des conflits. 13. Bah, moi je te propose un truc, c'est-à-dire que tu prends un salaire annuel chargé, et puis tu en prends 13. Tu regardes ce que ça coûte à l'employeur, c'est-à-dire que le temps qui est passé à faire ça n'est pas passé à créer de la valeur. Alors on pourrait me dire: «Adrien, c'est un petit peu une ineptie ce que tu racontes», parce que tu dis d'un côté que les conflits sont Et consubstantiels oui, à j'allais le dire. l'activité et de l'autre côté, tu nous dis que derrière, on pourrait économiser 13. La question, c'est 13 de quelque chose qu'on gère mal ou 13 de quelque chose qu'on gère bien, ça fait la Mmh, diff. Pourquoi? Parce d'accord. que les 13 de ton temps que tu gères mal, et ben, en fait, ils vont continuer à perpétuer. Pas 13, parce qu'on a dit que le conflit s'escalade toujours si tu fais rien. Le but du jeu, c'est d'apprendre aux. Alors, un, déjà, si on est bête et méchant, tu as une obligation légale en tant qu'employeur. Si tu n'y réponds pas, tu vas te prendre un prud'homme, tu vas le perdre, ça va te coûter une blinde. Sois malin, évite les prud'hommes. Euh, si c'est purement juridique et économique. Deux, si tu ne gères pas les conflits, ça crée un climat d'insécurité psychologique et ça crée ce qu'on appelle un impact émotionnel par personne interposée. Ça dézingue la confiance mutuelle, qui est une des clés de la performance. Donc tu dézingues juridiquement, médiatiquement, Mmh humainement mh. et businessment. C'est quand même un petit peu dommage parce que tu dézingues ta raison d'être. Et puis derrière, moi, je pars d'un principe simple, c'est que je préfère que mes équipes soient bien et focalisent leur attention à créer de la valeur, à faire leur travail. Parce qu'il ne faut pas oublier que le conflit, il est extrêmement consommateur d'attention. Si des personnes s'engueulent ou s'entendent pas, Mmh. on finit par ne parler que de ça. Mmh, Et mmh, tout mmh. le temps qu'on passe à parler de ça, on ne passe pas à parler des projets. Après, très sincèrement, moi, je connais plus beaucoup d'entreprises dans lesquelles ces sujets. Enfin, franchement, depuis le Covid, on a vu un vrai changement des modalités au travail. Moi, je vois plus aucun client qui me dit c'est une ineptie de travailler sur ces sujets-là. Au contraire, on a plus de demandes que de capacité à les traiter. Super. Merci beaucoup, et justement, peut-être dernière question, il est 42, il nous reste 2 minutes. Tu as beaucoup parlé de feedback, on l'a bien vu, Mmh. cette nécessité, cette impérieuse nécessité, cette vitale nécessité de pouvoir se dire les choses avant que la cocotte minute explose. Ouais. On parle beaucoup de notre capacité à faire des feedbacks, mais on parle très peu de notre capacité à recevoir des feedbacks et à créer des espaces pour que nos collaborateurs puissent en faire. Est-ce que là aussi, tu as un dernier conseil à donner aux managers de la communauté et aussi aux RH pour que les équipes soient en sécurité pour faire ces feedbacks? Oui, bah, il y a des entreprises qui ont demandé, et qui ont mis en place des évaluations à 360 degrés, ce qui est hyper intéressant. Enfin, moi, j'engage vraiment toutes les entreprises à je n'en vends pas, hein, c'est vraiment désintéressé, à faire des évaluations à 360 degrés parce que nous sommes des êtres sociaux. On a besoin d'avoir du feedback pour, modéliser une image plus fine de nous-mêmes. Mais là encore, pas de grande théorie. Si je sors dans la rue tout à l'heure et que, en allant m'acheter à manger, je vois un groupe de 6 jeunes femmes qui, en passant, me disent: «Oh là là, le pauvre, qu'est-ce qu'il est laid. Oh, quelle difficulté de vivre avec un visage pareil», très sincèrement, je vais assez mal le vivre, tu vois? Je vais passer un mauvais moment et je vais me dire dans l'après-midi: «Waouh, la journée était un peu pourrie. On m'a dit que j'étais moche, c'était pas hyper agréable». En fait, le feedback, il me permet d'avoir une identité. L'identité, c'est comme une boule à facettes. Elle est composite. Tu as tout un tas de petites facettes qui finissent par former une boule. Bah, si tu as plein de facettes négatives, ça finit par te poser des questions par rapport à qui tu es. Et donc, la nécessité de faire une évaluation par ses collaborateurs, c'est ce qui nous permet de réajuster véritablement nos modes de fonctionnement. Moi, je demande tous les ans à les personnes de mon équipe, de me dire, comment tu vas, de quoi tu as besoin et comment tu trouves notre relation et comment tu me trouves dans notre relation. Parce que là encore, moi, je suis juste un psychologue, je suis devenu chef d'entreprise par un hasard le plus total. Je me décrète pas des talents managériaux et comme je pense que je suis pas un excellent manager, bah, la meilleure façon de Mmh savoir, mh. bah, c'est de poser la question. Et poser la question, alors
c'est un débat plus long, c'est il faut avoir suffisamment de sécurité affective pour être prêt à entendre qu'il y a des fois on déconne. Mais la bonne nouvelle, c'est que là encore, vaut mieux cette vraie tristesse que cette fausse joie. Vaut mieux savoir que parfois on est casse-pied et que parfois on est à côté. C'est désagréable, mais c'est ce qui permet d'agir pour faire en sorte que l'année d'après, on te dise que tu as progressé. Super. Écoute, Adrien, un grand merci pour ce partage. Il est 45. On va tenir le timing. C'était un vrai plaisir de t'avoir pour ta dernière intervention avant l'été. On a bien suivi sur LinkedIn. Merci à toutes, merci à tous d'avoir participé pour vos interactions. Masterclass très riche et super intéressante. Pour ceux qui le souhaitent, la prochaine masterclass est dans 3 semaines et ce sera la dernière avant l'été. Voilà, on vous enverra les invitations. On vous souhaite une très belle après-midi et encore un grand merci, Adrien. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.